Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. 21 décembre 2025. Il ne reste plus rien avant la fin de l'année et ce soir, la nouvelle histoire, l'histoire de la mer des Caraïbes. Un pétrolier iranien prend la fuite, il tente d'échapper aux États-Unis d'Amérique. Folie totale, famille, vos likes, vos commentaires. Ceci est Stratégie Militaire. Nous sommes en direct, un jour de plus commence. Très bonne soirée famille, bienvenue à Stratégie Militaire, grande émission ce soir sur l'actualité. Des nouvelles qui vont, qui viennent, qui volent, qui passent au-dessus de la mer comme une vague de tsunami. En ce moment même dans la mer des Caraïbes, dans la zone de la mer des Caraïbes, ce n'est pas la mer des Caraïbes, c'est dans la zone de la mer des Caraïbes. Face à ce qui pourrait être la première poursuite navale, je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'un pétrolier de 333 mètres est poursuivi. Attendez une seconde. Avec ça, il faut qu'on le fasse bien, Voyons, haha, préparez-vous, on va voir. Bon, on va voir. Ça pourrait être la première poursuite de l'histoire. La première poursuite de l'histoire d'un pétrolier iranien de 333 mètres qui a pris la fuite. Oui, ce que vous entendez en fuite, ils ont essayé de l'attaquer et le pétrolier a commencé à faire des manœuvres d'évitement. Et en ce moment même, il essaierait de s'échapper des gardes-côtes des États-Unis d'Amérique. Car J'hallucine avec ça. C'est que chaque jour, c'est une nouvelle histoire. Chaque jour est un nouveau monde. Bon, cette image est d'hier ou d'avant-hier? C'était pas hier, mais quand ils ont emmené l'autre. Je ne sais plus combien de pétroliers. C'est énorme. Imaginez-vous essayer de poursuivre un porte-avions. Des vedettes poursuivant des porte-avions, eh bien, c'est pareil. C'est de la folie ou non? C'est de la folie. Maintenant, vous allez voir les détails. Vous allez voir de quoi on parle, ce qu'on est en train de voir. C'est incroyable, hein? C'est incroyable de couler la flotte. Ça reste, vraiment, ça reste. À des années-lumière de toute cette histoire, un pétrolier iranien essaie d'échapper à la marine des États-Unis d'Amérique. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est que ça fait plus de 24 heures qu'on n'a pas de nouvelles de Nicolás Maduro. Nous ne savons pas où il est. Si la moche, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello. Mon Dieu, quelle folie! Je vais vous donner les détails, restez calmes. Parce que, bien sûr, il se dit beaucoup de choses. On dit qu'ils l'ont capturé, puis que non, qu'ils sont en train de le poursuivre. Incroyable! Bien. J'adore cette chanson, c'est incroyable. C'est ce qui s'est passé l'autre jour avec Centuris. D'accord, Centuris. La garde côtière, ce ne sont pas les SEALs, ce ne sont pas des SEALs, hein, c'est la garde côtière, qui est aussi militaire. Il faisait un fast Europe sur le pont du Centuris, il descendait et prenait le contrôle du navire. Il y a un débat dans cette histoire pour savoir s'ils vont emmener le navire ou non, s'ils vont le prendre ou pas. Ou s'ils l'ont juste inspecté.
Où est-ce ou que se passe-t-il? Personne ne sait vraiment ce qui se passe en ce moment, mais il y a beaucoup de débats, hein? Il y a beaucoup de débats, l'histoire d'aujourd'hui. Parce que, bien sûr, ça c'est l'histoire d'hier, l'histoire d'aujourd'hui. Moi, le matin, à l'aube, je reçois des informations très très bonnes dans lesquelles on me dit les stratégies suivantes. En ce moment, nous sommes en train de poursuivre 2 superpétroliers. Qu'est-ce qu'un superpétrolier? Eh bien, c'en est un. Pour que vous compreniez, au-dessus de 300 mètres de longueur, on peut déjà considérer qu'il s'agit d'un super navire. Un superpétrolier, c'est le Skipper, c'est le Centuris, c'est le Bella 1 qui est celui qui nous concerne aujourd'hui. Et ils disent, il y en a 2 que nous poursuivons en ce moment. Je dis bon, d'accord. Je vais écrire quelque chose sur Twitter, très léger, sans trop de détails non plus, et ce matin, j'écris. Avant tout cela, je me dis que je vais le chercher par ici pour ne pas me tromper de mémoire. Il y a 11 heures, 2 superpétroliers étaient poursuivis ou suivis par les États-Unis. Ils ont chargé du pétrole à José, avec plus de 1,9 million de barils en jeu. Bien sûr, l'information que j'ai ou qu'on me donne, c'est que les 2 superpétroliers sont dans la zone de Trinité et Tobago et qu'ils sont recherchés là-bas. Ils sont allés chez José, ont chargé, puis comme d'habitude, ils sont sortis et ont été attaqués. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui ou ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas le cas. Comme personne, nous sommes là-bas. Comme moi, je n'y suis pas. José, c'est la station de José, d'accord. José, ce n'est pas José, d'accord. Excusez-moi. Je n'y suis pas. Nous sommes là-bas. Je vais raconter la version qui circule en ce moment. Parce qu'il y a des gens ici qui disent que ça a déjà été saisi. Le Vela 1 qui n'a pas été saisi, qui est poursuivi, qui lance des signaux d'alerte d'urgence. Je vais tout vous raconter et ensuite on verra bien ce que c'est que toute cette histoire. Plusieurs éléments interviennent ici d'abord. Il va intervenir. Falsifier les données. Global Positioning System, faire du spoofing. Le spoofing consiste à changer la localisation d'un navire. D'où vient le navire? À qui il appartient? Pourquoi il est cela? Pourquoi les États-Unis ne l'ont-ils pas intercepté lorsqu'ils chargent du carburant ou du pétrole? Et pourquoi essayent-ils de l'intercepter avant? Eh bien, tout cela, nous allons le voir maintenant, parce que ce qui se passe aujourd'hui est vraiment fou. En ce moment même, en milieu de matinée, et bien vers 3h30, heure espagnole, 4h de l'après-midi, la nouvelle tombe que les États-Unis ont arraisonné le navire. Vela 1, ces images ne sont pas du Vela 1, c'est ce qui s'est passé avec le Centuris. Je les montre juste pour illustrer un peu l'histoire. Nous allons voir des images en direct du Vela 1 en ce moment même. Bon, pas en direct, mais nous allons voir des photographies pour que les gens voient de quel type de navire il s'agit et de quoi nous parlons. Détail très similaire, ce sont des navires frères, Skipper, Vela 1, Centuris. Ce sont des navires qui sont vraiment très similaires, j'insiste. Les États-Unis s'en vont en premier, il y a un schéma dans cette histoire, ils s'attaquent aux grands navires, ils laissent de côté, du moins, c'est ce qui apparaît, ils laissent de côté les navires moyens ou petits. Je parle de pétroliers, mais le cas de Vela 1, ce n'est pas que ce soit drôle, c'est que c'est invraisemblable. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Officiellement, ce navire, qui se trouve maintenant au nord de l'île d'Antigua et Barbuda. Officiellement, ce navire ne peut pas être là au nord-ouest. Parce qu'il y a seulement quelques heures, ce navire était dans le port de Bandar Abbas, en Iran. Mais il est là, Bandar Abbas. Iran, il est là. Ce soir, je vous apporte des informations recherchées. Et nous allons halluciner avec cette histoire. Nous allons halluciner. Nous allons d'abord voir des photos du navire. C'est effrayant, il semble peu entretenu, un peu de peinture lui ferait du bien.
Ici, dans ce cas, il est déchargé. On voit que la zone du navire est bien au-dessus de la ligne habituelle de la mer. C'est-à-dire, là, il est déchargé. Voyons plus de photos. Ici aussi, déchargé, déchargé, déchargé. Nous ne voyons toujours aucune photo avec le navire chargé. Et c'est que ce navire. Attention à cette histoire. Ce navire, en plus de transporter du pétrole iranien, transporte également du pétrole vénézuélien. Sa principale fonction est de transférer le pétrole à d'autres navires de manière discrète. C'est-à-dire en déconnectant le système de géolocalisation, en déconnectant le système. Et de ICE, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pour qu'il n'apparaisse pas là, et en plus en faisant un spoofing, Global Positioning System, en disant qu'il est en Iran. On estime qu'environ 8 millions de barils depuis l'été jusqu'à maintenant ont été distribués par ce super pétrolier, le Bella 1, à d'autres. Ce que vous entendez, 9 millions de barils. C'est complètement fou. Je vais vous donner plus de données pour mieux comprendre. Entre octobre 2021 et septembre 2025, le Bella 1 sanctionné par les États-Unis, parce que celui-ci est effectivement sanctionné. Il aurait pu exporter 7,3 millions de barils de pétrole brut iranien, ainsi que 3,7 millions de barils de pétrole brut vénézuélien. À qui? À la Chine. Les navires, les pétroliers chinois arrivent dans une zone de la mer des Caraïbes ou dans une zone maritime. Ils se mettent à côté de ce navire, prennent le pétrole et repartent. C'est un transfert ou ravitaillement de navire à navire en mer. Aujourd'hui, au moment de l'opération, ou de l'arrestation, ou non-arrestation, le navire était sans cargaison alors qu'il s'approchait du Venezuela avec beaucoup de précautions après l'arrestation du capitaine. Ce navire n'était-il pas venu au Venezuela depuis 2023? Et comment confirmons-nous cette histoire? Nous le confirmerons par photo. L'espace est merveilleux. Regardez ça, c'est la photo de Vela. Vue satellite avec un autre navire à côté. En train de faire ce que nous disons, transférer le carburant de l'un à l'autre. Bien. Que se passe-t-il? Nous allons partir maintenant. À quelque chose que je vous ai préparé. S'il vous plaît, si vous êtes avec nous, mettez un like, c'est super important. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. On vise aujourd'hui 373 000. Je pense que c'est possible, essayons. Et aujourd'hui, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination et mettre tous nos sens en éveil. Soyez attentifs à la communauté car ce qui suit est dense. Nous parlons du fait que cette opération a commencé samedi, hier. Aujourd'hui, nous sommes dimanche ici. Il est encore dimanche en Espagne, donc ça a commencé hier samedi. Je vais faire un récapitulatif des heures importantes de samedi. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez halluciner. Nous allons partir à partir de... Je reviens en arrière. À partir de 13h, plus ou moins, à cette heure-ci, je veux que vous portiez attention à Trinidad et Tobago. Il est 13h là-bas. 20 décembre. Voyons ce qui se passe ici. Nous commençons à voir. Cet avion, c'est un avion de surveillance MMM Naval qui est équipé de caméras. Il possède tout un tas de systèmes de EH, de surveillance pour ce type d'opération. Une seconde, j'essaie d'ajuster ça pour qu'on puisse bien le voir parce qu'il y a ici un élément clé dans cette histoire.
D'accord, on le voit ici, c'est l'avion. Voyons ce qui se passe. Deux avions de ce type décollent. Nous les voyons ici. Les deux avions BAT 421 et BAT 86 décollent. BAT 86 fait d'abord un cercle au-dessus de Trinidad et Tobago, tandis que BAT 421 va vers le sud. Nous allons voir l'évolution. Au dernier moment où BAT 426 commence à monter vers le haut. Il monte vers la zone des Barbados. On dit aussi Barbados. Il continue de monter. Regardez ici, il a été ici en haut, tout au nord de Trinidad et Tobago. En arrivant à l'île de la Martinique, en poursuivant vers le nord, vers la recherche du Vela, rendez-vous compte, hein? Ce que nous faisons en ce moment, c'est une reconstitution des faits, de ce qui s'est passé hier ou de ce qui se passe en ce moment. Nous continuons à monter. 15 heures. Il continue vers le nord. Et ici, il commence à tourner, à orbiter au-dessus de cette zone, au-dessus de l'île de la Martinique. La dernière position du Vela. Si nous ne nous trompons pas, nous allons le voir ici. Vela 1. Cette dernière position est ancienne. Elle date de longtemps. Elle a été reçue le 17 décembre. Beaucoup trop longtemps. Le 17 décembre, cette position du Vela 1 est reçue. Nous savons que l'avion se trouve dans cette zone-ci. Mais Vela, quelques jours auparavant, était plus au nord, il se dirigeait vers le sud. Vela 1 s'approchait timidement des eaux du Venezuela. Regardez, voici ce qui va se passer. On va accélérer un peu plus. L'avion BAT 86 travaille maintenant dans cette zone. Ici, nous le voyons, et pendant ce temps, je vais vous raconter des choses. Il semble qu'un tribunal des États-Unis ait émis un ordre de confiscation du navire. Les États-Unis, dans ce cas, ne veulent pas attendre que le navire soit déjà chargé, mais ils le veulent directement avant qu'il n'entre dans les eaux vénézuéliennes. Pourquoi cela? J'en tire deux conclusions. La première, pour embêter l'Iran. Évidemment, en plus du Venezuela, quelqu'un a déjà payé pour ce pétrole. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un paiement. Donc le préjudice économique pour le Venezuela est déjà fait, parce qu'il va devoir rendre l'argent, c'est évident. Ce pétrole était déjà prêt depuis un certain temps pour être chargé sur ce navire. Et maintenant, ce qui se passe, c'est un mystère. Il semble qu'on entre en contact par radio avec le navire. On lui a dit qu'il allait être abordé et le navire refuse d'être abordé. Il refuse. Voyons d'autres photos pour mieux comprendre. VAT 86, il est 15h16. À l'heure à laquelle cette opération pourrait commencer. Regardez bien ce que je vous montre ici pour que vous voyez que tout est vérifié, qu'on ne vend pas du rêve ici, qu'on vous dit simplement la vérité. L'avion de surveillance aérienne, celui qui enregistre habituellement la vidéo de l'opération, il est là. Il est là. Mais en même temps, l'autre cherche un autre pétrolier par ici. Ceci est un schéma de recherche
Ce que fait cet avion, celui qu'on voit ici en bas, VAT-91, mais celui-ci est sur une mission spécifique. Il a déjà cherché ou il cherche déjà quelque chose de concret. Regardez ici. Comment il commence. Son schéma est aussi passé là et il reprend maintenant la direction du sud. L'opération est menée par les gardes-côtes. Ils veulent soi-disant aborder le navire sans utiliser d'hélicoptère. Et le navire refuse l'abordage. Sur quoi nous appuyons-nous? D'une part, sur les informations publiées selon lesquelles le navire refuse l'abordage, et d'autre part, sur une photographie que je vais vous montrer. Maintenant, nous allons essayer de la retrouver. Je l'ai vue il y a un moment et j'espère ne pas l'avoir perdue. Je ne sais pas si je vais pouvoir la retrouver. J'essaie. Je vous décris l'image. Imaginez une ligne comme celle-ci, mais en zigzag, c'est-à-dire cette ligne que vous voyez serait peut-être la ligne d'un navire faisant du zigzag. En essayant de rendre l'abordage du navire difficile, que ce soit par les airs, par la mer ou de n'importe quelle manière. Bien sûr, le navire, lorsqu'il est à vide, est très haut. La hauteur est gigantesque, donc je doute qu'il tente de l'aborder par la mer car elle doit être démesurée. Si nous revenons à la photo, encore une fois, vous n'imaginez pas attaquer ça en pleine mer depuis un canot? Tu ne peux pas. C'est gigantesque et dangereux. Si le navire zigzague en plus, c'est impossible, même dans le pire des cas. Oui, tu peux lancer la fameuse échelle que nous avons vue dans l'intro et commencer à monter. Mais bien sûr, un navire aussi grand en pleine mer, en haute mer. En plus, vu l'état de la mer, l'opération était très dangereuse et ils ont en plus utilisé des hélicoptères. Que se passe-t-il si le navire zigzague? Cela complique aussi l'opération pour l'hélicoptère? Cela va-t-il compliquer ou faciliter sa tâche? La formation que reçoit la garde côtière est insuffisante. Attention à cela, elle est insuffisante pour ce type d'opération. Ce serait plutôt relevant des groupes d'opérations spéciales. Que se passe-t-il lorsque les États-Unis tentent d'attaquer le navire? Le navire commence à émettre des signaux d'alerte d'urgence pour demander de l'aide. Les autres navires présents dans la zone captent ce signal et le diffusent également. C'est pour cela que nous savons qu'il y a eu une alerte d'urgence concernant ce navire. C'est comme nous avons une urgence, on essaie de nous attaquer, nous avons besoin d'aide. Maduro n'est pas apparu. Le Venezuela n'est pas apparu non plus. En plus, ils sont loin, vraiment très loin. Regardez, la zone d'opération de ce pétrolier est extrêmement éloignée, la zone d'Antigua et Barbuda, plus proche de Porto Rico que du Venezuela. Là. Mais comment est-il arrivé jusque-là? Ce navire était suivi depuis longtemps. Regardez maintenant l'organigramme que nous avons préparé. Le pétrolier a été repéré sur des images satellites le 19 août sur l'île de Karg, en Iran, qui est l'île où tout le carburant est chargé. 19 août, Iran. Il a simulé sa présence plus au sud avec un faux signal de localisation. C'est-à-dire lorsque le pétrolier se trouvait sur l'île de Karg. Nous allons la voir immédiatement. La voici. C'est l'île de Karg. Ce pétrolier était là en train de charger. Mais son signal, le signal qu'il émettait, était beaucoup plus au sud, en dehors du golfe Persique. L'image que nous venons de voir
Regarde ici. Beaucoup plus au sud. Ce navire traverse le canal à son tour. Il entre par le Yémen. Il traverse la mer Rouge, le canal de Suez et entre en Méditerranée. Là, en Méditerranée, il y a 3 occasions où l'on voit ce navire et il en reste une trace. Les sources de renseignements qu'il suivait l'aperçoivent. Pendant ce trajet, le navire qui quittait l'île de Car chargé commence à perdre du carburant. Est-ce parce qu'il en donne à d'autres navires? Il traverse l'Atlantique pendant les mois de septembre, octobre, novembre, jusqu'à aujourd'hui. Soudain, il apparaît au milieu de nulle part pour tenter d'être attaqué par les États-Unis. Drapeau du Guyana. Eh bien, il semble qu'au moment où l'on tente d'attaquer le navire ne porte pas de pavillon légal. Il naviguait de manière illégale, avec un autre pavillon, une localisation différente pour se cacher. Voyons ce que les sources officielles qui parlent de ce sujet ici ont déclaré. Nous allons traduire une image d'une publication qui me semble intéressante à prendre en compte. Déclaration du New York Times. Ce que nous allons voir maintenant, nous changeons cette photographie par cette autre. Lorsque les forces des États-Unis se sont approchées du Bella Inter samedi, ils ne portaient pas de pavillon national valide, ont déclaré les responsables, ce qui en faisait un navire susceptible d'être abordé en mer, conformément au droit international. Bon, nous sommes ici en train de lire « Excusez-moi ». Lorsque les forces des États-Unis se sont approchées du Bella Inter samedi, celui-ci n'avait pas de drapeau national valide, ont déclaré les responsables, ce qui en faisait un navire apatride susceptible d'être abordé en mer dans les eaux internationales. Les autorités américaines avaient obtenu une ordonnance de saisie d'un juge fédéral, ce qui permettait de prendre possession du navire, ont déclaré 2 des responsables au New York Times. L'ordonnance avait été demandée en raison de la participation antérieure du Bella au commerce du pétrole iranien, et non à cause de ses liens avec le Venezuela. Mais le navire n'a pas accepté d'être abordé et a continué sa route, a déclaré l'un des responsables. Un deuxième responsable a parlé de la situation en la qualifiant de poursuite active. La garde côtière avait réussi à aborder un autre pétrolier samedi matin. Et les États-Unis avaient pris possession d'un 3e pétrolier le 10 décembre, qui navigue maintenant vers le Texas. Eh bien, c'est comme ça. Il n'y en a pas. Il manque une confirmation officielle qu'il soit maintenant entre les mains des États-Unis d'Amérique. Personnellement, je n'ai pas vu de vidéo. Et s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de bateau. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Quelqu'un a-t-il pu lui dire au Venezuela? Déjà,
Même pas question qu'elle se laisse agresser d'aucune manière. Par les États-Unis d'Amérique? Quelle serait maintenant la situation? Qu'ils vont devoir envoyer des groupes d'opérations spéciales et l'attaquer de force? Ça ne veut pas dire qu'ils vont couler le pétrolier, pour l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Enfin, n'est-ce pas? Outre le problème environnemental, ce serait une vraie folie. Existe-t-il des moyens de faire en sorte que le pétrolier s'arrête? Mais la question est... Et c'est là que réside le mystère, et je veux vos commentaires dans le chat, la famille. Si les États-Unis voulaient intervenir sur le pétrolier sur la base de renseignements, et que le pétrolier était supposément vide, et qu'il venait d'Iran. Ah. Que transporte ce pétrolier? Et pourquoi ne pas l'arrêter? Y a-t-il des armes à bord du pétrolier? Je pense que c'est une bonne question. Au cours des dernières heures, le Venezuela reçoit des armes. Nous allons regarder une autre vidéo avec celle déjà vue. Si le capitaine sait qu'il transporte une cargaison illégale, il est tout à fait logique qu'il ne veuille pas s'arrêter. Pourquoi les États-Unis arrêteraient-ils un pétrolier non encore chargé? À quoi sert un bateau? Ce qui compte, c'est la cargaison. Pourrions-nous assister à la toute première mise en cadre d'un navire transportant des armes vers le Venezuela? J'ai mes soupçons, je ne l'affirme pas. Je ne suis pas là, je ne le vois pas. Je ne sais pas, je n'ai pas toutes les données. Mais il me semble que c'est le cas. Ou du moins, c'est comme ça que je le vois. Qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui nous échappe. Pas seulement cela. En ce moment, ailleurs dans le monde, il se passe des choses. En mer, les eaux sont agitées. Regardez bien ce qui va suivre. Garde-côte suédois arraisonnant un navire russe. Pour l'inspecter, Images. Est-ce que cela commence à bouger? La flotte fantôme russe, iranienne, vénézuélienne commence-t-elle à avoir des problèmes au niveau mondial? Eh bien, il semble que oui. Il semble que oui. Caro. À quoi je fais référence? Au sujet des armes? Des images qui sont publiées aujourd'hui. Venezuela. Fusils, de nouveaux fusils de sniper. Une copie du fusil Dragunov russe fabriqué en Chine. Comment toutes ces armes arrivent-elles au Venezuela? Là. Par avion, par voie navigée, via des vols en provenance de Cuba, ou arrivent-elles par bateau? Grâce à ces pétroliers, la Chine reçoit du pétrole et paie avec des armes. L'Iran vend du pétrole et il le paie soit avec des armes, soit il l'achète. Ça pourrait être l'une des raisons. Mais la situation ne fait qu'empirer pour Nicolás Maduro. Vous allez voir pourquoi, famille. Nous sommes en direct, stratégies militaires en cours. Merci pour vos likes et commentaires importants. Collaborez avec la chaîne. Info en temps réel sur l'actualité. 23 000 personnes. Véritable tendance en ce moment dans la communauté hispanophone.
Encore une fois, cela démontre qu'il est possible de communiquer, de donner les informations d'une manière différente et que les gens font plus confiance à YouTube qu'aux chaînes de télévision. Attention à cela. Vidéo de H, Air Plant Spotter, une chaîne que vous devez absolument suivre. C'est bas. Là, vous le voyez. Des avions F-35, certains de couleur sombre, d'autres de couleur claire. Ce sont tous deux des F-35, mais de versions différentes. C'est la version A du F-35 qui est arrivée jusque-là. 5. Celui-ci ne peut pas décoller verticalement, mais il a une plus grande autonomie, une plus grande capacité de chargement de munitions et une poussée supérieure. Celui des Marines, c'est de la marine. Oui, il peut décoller verticalement, mais il a des limitations de charge. Et de puissance. Regardez la flotte qu'ils sont en train d'avoir là-bas. Certaines photos sont hallucinantes. À ceux qui pensent qu'on n'attaquera pas le Venezuela et que tout cela est une comédie. Eh bien, profitez de la photo. Il y a plus d'un pays dans le monde qui aimerait avoir ce qu'il y a sur cette photo. C'est tout simplement ça. Pour que vous vous en rendiez compte, les choses deviennent chaque jour beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles pour toutes ces personnes. Mais que se passe-t-il dans la jungle du Venezuela? Là. Images exclusives ici, dans Stratégie militaire. Nous sommes en train de le voir. Les petits avions du cartel de Los Soles sont en train d'atterrir. Là, ils sont... Il est déjà presque impossible de le déplacer par la mer. Désormais, ils opèrent à l'intérieur du pays avec de petits avions tentant de franchir des frontières comme celles du Brésil et de la Colombie. Yeah. Pour contourner le blocus naval, là, on les voit sur les pistes clandestines en train d'atterrir. Je veux vous dire, la plateforme, ceci est éducatif. Informatif sur ce qui se passe. Nous ne faisons aucune apologie de la consommation de quoi que ce soit d'illégal. Je le dis parce que nous avons eu certains problèmes dans ce sens-là. Les choses deviennent intéressantes. On continue d'en parler d'un autre pétrolier. Le Dianzi, je n'ai pas encore d'informations selon lesquelles le Dianzi serait tombé entre les mains des États-Unis. Nous n'en avons pas la preuve. Je voudrais demander un peu d'ordre, s'il vous plaît, parce que en ce moment, la situation est très complexe. Il y a énormément d'informations et beaucoup de choses se passent. Et il faut faire attention à ce que l'on dit. Molino, président Panama. Garde, qui reflète le triomphe de Don Edmundo et de Maria Corina. Et le moment venu, j'espère la lui remettre avec une étreinte lorsqu'il sera déjà au pouvoir d'une Venezuela démocratique. J'espère vivement qu'à la prochaine réunion du Mercosur, le président élu du Venezuela, Edmundo González Urruti, soit présent à la table, en mettant fin à cette douloureuse suspension de la République sœur et en réintégrant à nouveau ce pays à cette table de développement, de démocratie, de liberté et de progrès. Je dois dire qu'il est regrettable qu'une nation riche, pleine de ressources humaines et naturelles, comme le Venezuela, soit suspendue de ce bloc commercial pour ne pas avoir respecté les principes démocratiques. Mais c'est le prix à payer quand on emprunte ces chemins-là. J'ai l'honneur de dire que la Banque nationale... Incroyable. Incroyable. Selon Molino, nous avons les procès-verbaux où il apparaît qu'Edmundo a gagné.
Le rôle du Panama est-il important? Le pétrolier Centuris naviguait sous pavillon panaméen. Il semble qu'il y ait eu un appel des États-Unis au président du Panama pour lui demander l'autorisation d'arraisonner le navire. Moulineau a dit oui, allez-y, arraisonnez-le. Le Panama joue un rôle clé. Il détient les procès-verbaux et de nombreux navires de la flotte Fantôme naviguent sous son pavillon. J'ai déjà dit d'y aller. Où se trouve le Vela en ce moment? Vous vous demandez? Je lis le chat, je le vois ici, la réponse est ambiguë. Très ambigu, nous n'avons pas le code numéro d'identification personnelle. Où est-ce qu'il est en ce moment? Vela a pu s'échapper. Non, un pétrolier de 333 mètres ne peut s'échapper nulle part. On ne peut pas cacher ce navire. Mais regardez. Le navire Centuris, et ça c'est déjà incroyable, pas seulement incroyable, le navire Centuris officiellement n'a jamais été au Venezuela pour charger du pétrole. Et c'est ici que vous allez devenir fou avec cette histoire. Depuis le même navire, la localisation a été modifiée. Et non seulement cela, les données du navire de 333 mètres ont été changées pour le transformer en un yacht privé de 18 mètres de longueur. À voir pour le croire. Nom, Portofino. C'était le nom qu'il lui avait donné. Je vais le chercher par ici. Au navire? Un navire? Bâton pavillon? Eh bien, qui avait été dans la zone de Cuba, qui avait été dans d'autres endroits. Mais le pétrolier prend les données de ce navire du Portofino. Un bateau, un yacht. Je ne sais pas comment tu peux cacher 333 mètres de navire dans 18 mètres. C'est un mystère, mais voilà le mystère. Le voilà? C'est incroyable, vraiment incroyable cette histoire et le jeu auquel se livrent ces navires. Quel est le mode opératoire de toute cette histoire? Que se passe-t-il là-bas? Ce qui se passe, c'est ceci. Allons sur la carte. Pour que les gens comprennent la situation des pétroliers. Ces pétroliers, soit dès le départ, lorsqu'ils quittent entre la Chine ou l'Iran, ils cachent leur position pour ne pas être suivis, ou par exemple, ils prennent la localisation d'un autre navire qui se trouve en dehors du Venezuela. Imaginons. Ce pétrolier nommé Secreto. Le navire n'ira jamais officiellement au Venezuela. Il fait un spoofing, c'est sa localisation, et il reste là. Quand la tromperie du système officiel de navigation et de suivi des navires est en cours. Le navire prend la direction du sud. Il charge du carburant au Venezuela, puis retourne à l'endroit où il se trouvait. Il continue son chemin, il n'a jamais été au Venezuela, cela ne s'est jamais produit. C'est ce qu'avait fait le Centuris, qui officiellement n'avait jamais été au Venezuela, mais qui avait bien été en train de charger. Et l'image satellite que nous avons montrée hier le prouvait. À partir de ce moment-là, les États-Unis ont la capacité d'arraisonner le navire. Que se passe-t-il? Comme il n'y a pas d'enregistrement officiel, ni pour Petróleos de Venezuela, société anonyme, ni pour personne, il n'y a aucune trace officielle que ces navires entrent pour charger du pétrole. Nicolás Maduro les domine. Ces paiements n'apparaissent nulle part. Ce sont plus de 10 000 millions de dollars par an qui sont perdus. Les ressources naturelles du Venezuela, qui volent vraiment le pétrole.
Eh bien, voilà la réponse. Actuellement, le pétrole n'appartient pas au Venezuela, mais à Nicolas Maduro. Delcy Rodriguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino sont les chefs. Ce sont eux qui font cette histoire, et c'est là que se trouve l'histoire. Les États-Unis, donc, qui ont en ce moment une surveillance aérienne et navale partout, parce que, attention, en plus des drones dans les airs, il y a des drones en mer. Depuis Porto Rico, ils ont lancé des drones marins pour suivre la flotte. Ils savent quand ils entrent, ils savent quand ils sortent, il y a un contrôle total. Plus les sous-marins. Un confirmé, un autre suspecté. 2 de classe Los Angeles avec capacité d'équipe et ciel pour l'infiltration en zones hostiles. Regardez ici l'image. Pourquoi tous ceux qui sont sanctionnés sont-ils en ce moment localisés ici, à Punta Cardone? Pourquoi? Sont-ils tous là? Sûrement pas. Sûrement que quelqu'un essaiera de sortir, d'éviter. Le blocus, de s'approcher par la côte de Colombie et d'essayer de sortir en haute mer sans être vu, les États-Unis d'Amérique. Ils essaient sûrement, mais il y a sûrement un aéronef que nous ne voyons pas, mais qui est là. Allons maintenant à Flyraider. Que se passe-t-il dans le ciel? Récemment, une nouvelle a circulé sur un avion important survolant les États-Unis. Nous ne le voyons pas maintenant. Nous avons des avions C-17. Nous avons un avion qui vient juste de décharger un 5-3. Et ici, nous avons une opération en cours. Sauvetage. Il semble qu'il y ait 2 marins disparus en mer. Voici le schéma de recherche. Un AC-130 de l'États-Unis. Air Force mène une opération de sauvetage en tentant de localiser quelques marins. Donc ne soyez pas effrayés lorsque vous verrez cela. Cette information est déjà confirmée et une opération est en cours. Point important. Qu'est-ce qui surprend dans toute cette histoire? Eh bien, c'est que Maduro n'est pas apparu hier non plus. Ils ont seulement fait un communiqué écrit. Où sont-ils? Pourquoi ne sortent-ils pas? De quoi ont-ils peur? Ils ont des informations des services de renseignement selon lesquels, dès qu'ils sortiront quelque part, ils seront éliminés. Pense-t-il que le moment final est plus proche? Ils ne sont pas sortis, du moins je ne les ai pas vus. Si quelqu'un a une vidéo ou une preuve de vie, merci de ne pas le dire. Mais pour l'instant, nous ne savons rien. Passons à vos commentaires. Super chat. Excusez-moi pour hier, nous n'avons pas pu mettre les super chats, je vous prie de m'excuser. Il y a des fois où ça ne marche pas. Voyons si aujourd'hui nous allons commenter vos impressions. Merci beaucoup Edward, bienvenue Miguel Sampere, merci Angel. Trump n'envahit pas car il veut le Nobel de la paix et éviter la mort de soldats américains. Il refuse de donner à la Chine un prétexte d'envahir Taïwan pour sa sécurité nationale. Ange, je ne partage pas cela. Je souhaite que Trump privilégie la sécurité nationale des États-Unis avant de viser un prix Nobel de la paix. Je crois que c'est là où nous en sommes. Trump se moque du prix Nobel de la paix après avoir essuyé un refus cette année. Capitaine Tonnerre, chaque jour meilleur. Félicitations. Merci, Capitaine Tonnerre, de reconnaître notre travail, de soutenir la chaîne, de devenir membre. Ange, merci pour les infos. Merci à toi, Ange, pour ton soutien. Quelle manœuvrabilité un si grand pétrolier a-t-il pour semer ses poursuivants? Non, non. Il ne s'agit pas simplement de semer en se déplaçant en zigzag. Imagine ce navire, la taille de la masse qu'il déplace, les vagues qu'il peut générer en se déplaçant ainsi. Les personnes connaissant la guerre navale, l'infanterie de marine et ses opérations. Assaillir un grand navire comporte ses risques. Il y a des gens experts, les pirates somaliens, qui montent n'importe où en tongs,
C'est incroyable, un phénomène paranormal, mais ce n'est pas une opération sans risque. Si le navire commence à zigzaguer, c'est compliqué. Quelles options as-tu pour arrêter le navire? Mener un assaut aérien avec l'hélicoptère est aussi compliqué car il est en mouvement. Nous devons nous rendre compte du nombre de risques qu'il y a. Et une autre option qui est un peu plus violente, c'est placer l'hélicoptère pratiquement devant la passerelle de commandement, en le pointant vers la passerelle de commandement et tirer un coup de semonce. La Russie a fait cela en mer Noire avec certains de ses navires. Nous pouvons arriver à cette situation, voyons si cela se confirme dans les prochaines heures. J'ai besoin d'une confirmation visuelle. Il ne me suffit plus qu'on me dise que oui, ça a été pris d'assaut, que c'est déjà capturé, nous voulons une confirmation visuelle. Pour moi, l'essentiel est le visuel. Si on a la vidéo, on a le bateau, il faut y aller à coup sûr. Pas de spéculation, mais c'est une situation compliquée. Ce n'est pas qu'il va s'échapper, il ne peut pas s'échapper. Ce bateau a une vitesse limitée, il n'est pas conçu pour aller vite. Ce n'est pas un bateau rapide, c'est un mastodonte. Il fait 333 mètres, c'est un porte-avions. Donc c'est un sujet compliqué, et il se trouve aussi que nous ne connaissons pas vraiment la nature de la cargaison. Ainsi, les États-Unis d'Amérique évaluent les risques. Même. Une évaluation continue des risques de la situation. Le navire ne veut pas s'arrêter, il ne veut pas s'arrêter pour une raison particulière. Cette raison peut être qu'il a reçu l'ordre de ne pas s'arrêter depuis l'Iran. Parce qu'il peut transporter une cargaison dangereuse, parce qu'il peut y avoir des hostiles à l'intérieur du navire. Cela peut aussi arriver qu'il y ait des personnes armées à bord du navire. Et donc, il vaut mieux repenser le format et le profil de la mission et se dire, bon, on attend quelques heures, on prépare une équipe d'assaut des forces spéciales et on y va. Mais cela ne signifie pas que le navire part. Au contraire, on sait seulement qu'il se dirige vers le nord-est, donc il s'éloigne vers l'Atlantique. Peut-être que les États-Unis se contenteront que le navire parte et ne revienne pas par là-bas. C'est aussi une des options. Rendez-vous compte que chaque pétrolier capturé nécessite une équipe qui doit monter à bord du navire. Ce n'est pas comme si on prenait un pilote de navire américain et qu'il montait à bord du pétrolier. Le capitaine qui connaît le navire ne doit pas être utilisé. Une présence militaire est nécessaire jusqu'au Texas. Tu ne peux pas lâcher toutes tes équipes d'assaut dans ce genre d'opération. Oui, tu peux ensuite les remplacer par des soldats non spécialisés. Mais tu dois aussi savoir à quelle mission tu envoies tes équipes les plus pointues ou les plus compétentes, à quel type d'opération. Et si le navire n'est pas chargé de pétrole, sauf s'il transporte des armes, cela n'intéresse guère les États-Unis, sauf pour maintenir le blocus et empêcher son arrivée au Venezuela. Je pense qu'il y a quelque chose sur ce navire que les États-Unis ont décidé. Allez le chercher, il doit bien y avoir une raison, une explication. Intervention prévue cette année ou en 2026? Brotis, je ne peux pas le prédire. Je te le dis vraiment. C'est un sujet dont on parle beaucoup, dont on discute. Moi, je ne vais pas entrer dans ce jeu. Je pense que nous sommes proches à cause du nombre, de la masse militaire qui s'est accumulée dans toute la région. Possiblement, pas cette année, il reste encore les F-15 à arriver. Je ne sais pas quand ils comptent les amener, s'ils vont les amener ou s'ils ne vont pas les amener. Mais je pense que la stratégie des pétroliers peut vraiment faire beaucoup de mal à Nicolás Maduro. Vraiment, vraiment beaucoup de mal. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et s'il vous plaît, que personne ne dise que cela va faire du mal à la population du Venezuela, n'est-ce pas? La population du Venezuela n'améliorera pas sa qualité de vie. Parce que des pétroliers viennent charger du pétrole, cet argent n'est pas investi dans la population, c'est une tromperie, c'est de l'argent qui est empoché parce que ce sont des opérations opaques
qui ne sont pas déclarés. Les gens doivent en être bien conscients. 2026 pourrait être l'année. Une partie de l'opération pourrait avoir lieu, mais là, c'est une opération complexe. Ce n'est pas une opération aussi facile qu'on le pense. C'est plus complexe que ce que nous pensions. Le Venezuela est un pays immense, avec des caractéristiques très, très particulières. Ce n'est pas si facile de prendre le contrôle total du pays. Non, pas si l'on n'a pas de soutien de l'intérieur. Je pense aussi que d'autres facteurs géopolitiques importants interviennent. Par exemple, la visite de Maria Corina et Edmundo à la Maison-Blanche en fait partie. D'ailleurs, en parlant de visite, de Nouvelle-Venezuela à Nouvelle-Israël, Vivi va se rendre à la Maison-Blanche pour présenter à Trump un plan d'attaque contre les usines de missiles en Iran. Dans les prochaines heures ou jours, ce plan sera présenté à Trump pour qu'il donne son accord. Allons-nous repartir en guerre contre l'Iran ? Soutien inconditionnel de Nicolás Maduro, soutien à l'Iran. Chacun doit rester vigilant sur ce sujet, car tout peut arriver soudainement et devenir chaotique. Je doute aussi qu'une opération soit lancée contre l'Iran en même temps qu'il y a une opération dans la mer des Caraïbes. Surtout parce que le porte-avions américain le plus moderne est actuellement déployé là-bas après avoir été en Méditerranée. C'est pourquoi tu n'as pas cette capacité. Tu peux en envoyer un autre, il a sûrement déjà été envoyé, on va en envoyer un parce qu'il y a des rotations. Mais tu as beaucoup de forces militaires et de combats actuellement déployés dans la mer des Caraïbes au commandement sud. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'affaire Maduro doit se terminer avant ? Et si Netanyahou subit des pressions pour attaquer l'Iran ? Parce qu'ils savent qu'ils construisent plein de missiles balistiques qu'ils envoient aux Houthis, à ceux du Liban, à ceux d'Irak et partout ailleurs. Vivi peut-elle pousser Trump à attaquer Maduro ? Je crois vraiment qu'elle va le faire, Vivi. Elle va lui dire « Et finissons avec la mer des Caraïbes et concentrons-nous sur l'Iran, qui est notre vrai problème. Tu veux éliminer les Iraniens au Venezuela. Nous aussi, ce sont nos ennemis. Nous t'aiderons sur la question du renseignement. Et ensuite, nous nous occupons de l'Iran, ce qui fait que les deux opérations peuvent être connectées dans l'espace et le temps. Regardez aujourd'hui un pétrolier, le Bella, un Iranien, même s'il navigue sous pavillon d'un autre pays, du Guyana. Ce sont des choses qui commencent à se connecter ou à prendre du sens. Statistiques militaires, 400 000. Dernière nouvelle, Valentina Harper. Merci beaucoup Valentina pour ce super chat. Voyons si nous atteignons les 400 000, j'espère que oui. J'ai bon espoir que oui. Super Nacho, si c'est un petit bateau, il y a du personnel militaire iranien à bord, ça chauffe. Tu vas devoir te préparer parce qu'ils auront beaucoup d'heures, tu auras beaucoup d'heures à supplémentaires. Honnêtement, je préfère que non, je préfère que toute cette saisie se fasse sans violence. Ne pensez pas que parce que j'ai la chaîne stratégie militaire, j'aime la guerre et que les gens s'entretuent. Ce n'est pas le cas. Je pense que le monde militaire, c'est comme le pensent les États-Unis. La paix avant la force. Je pense qu'avoir des forces armées modernes et bien équipées, inspirant la crainte, apporte paix et tranquillité. Avoir une technologie militaire avancée apporte la paix et la tranquillité. Une guerre est quelque chose d'horrible, ce qui se passe en Ukraine est quelque chose d'horrible, ce qui s'y passe. Pour les deux camps. C'est terrible le nombre de morts qu'il y a chaque jour et c'est inutile. Pour le Venezuela, c'est pareil. C'est-à-dire que les États-Unis doivent se concentrer à attaquer les figures du régime, à s'en prendre à la logistique des cartels. Mais éviter d'attaquer de façon excessive. Dans les cas où il pourrait y avoir des pertes civiles, là, il faut l'éviter, sans centre. C'est le mieux.
C'est le meilleur scénario pour tout le monde, mais il faudra voir, écoute, si ceux à moto avec les gilets jaunes sortent, ce sera beaucoup plus facile, c'est évident. Ça va être beaucoup plus facile. Si ces types ils sortent avec un gilet jaune, mais que la plupart sont habillés en civil, alors ça va être un peu comme Gaza. Trump ne veut pas transformer le Venezuela en Gaza. Sinon, ce sera encore pire. Alfredo, nous te souhaitons la bienvenue. Merci Apollio. À Basileas, l'équipage du navire oserait-il attaquer les marines américains? Non, je ne le pense pas. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'ils résistent à l'abordage, sachant qu'ils ne peuvent rien faire. Il doit y avoir quelque chose sur ce navire qu'ils ne veulent pas dire. Nous devons tout faire pour éviter leurs attaques, sinon nous irons en prison. Je pense que la scène que nous avons ici est très probablement celle-ci. Nous voulons absolument éviter d'être attaqués car nous transportons quelque chose. C'est scène militaire de celui-ci en soi. Liberté. Nicaragua. Merci beaucoup Alejandro. Moi, la famille, je crois que le sujet est clair. Il y a une guerre économique qui a déjà commencé. Mais il y a aussi une autre partie du monde qui pense qu'il n'y aura pas d'opération militaire et je dois analyser les deux points de vue. Les États-Unis continuent la pression militaire, tout en accumulant de plus en plus de troupes. Si, pendant la période de pression militaire, on passe à la phase des opérations. Maduro part, aucun bombardement prévu sur le Venezuela, inutile. Si Maduro s'en va, le régime s'en va. Bingo, c'est un blackjack, c'est déjà l'as des as, il n'y a pas de guerre, Maduro s'en va, il est exilé. À un autre endroit, ils partent tous dans un avion, ils disparaissent. Que ça non plus, ça ne plaît pas à tout le monde. Que Maduro parte, ou qu'il puisse partir, ou qu'il puisse avoir une sorte de sanctuaire quelque part, je le comprends. Mais qu'est-ce qu'on préfère? Une guerre de guérilla similaire à celle des forces armées révolutionnaires de Colombie ou de l'armée de libération nationale avec des attentats et ce genre d'événements. Ou alors autre chose qui s'éloigne de cela. Je pense que les États-Unis privilégient ce scénario, qu'ils restent. Une fois leur capacité opérationnelle atteinte, les États-Unis devront décider. Soit nous attaquons, soit tout s'arrête ici. Et je pense qu'il est trop tard pour les États-Unis pour faire marche arrière. Si les États-Unis reculent et que Maduro ne quitte pas le pouvoir, il y a un problème avec les États-Unis. D'abord, ils ont abandonné de nombreuses personnes au Venezuela et dans cette affaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais deuxièmement, la Chine et la Russie observent. Si les États-Unis ne peuvent résoudre la situation dans laquelle ils se sont engagés, avec la guerre contre le narcotrafic, nous pouvons voir une image étrange, très étrange, sans aucun doute. On dit aussi quelque chose. Il se dit que le Venezuela aurait récupéré plus d'avions F-16. Je ne sais pas où ils ont pu trouver les pièces, sûrement sur le marché noir, et qu'ils auraient plus d'avions de combat disponibles ou qu'ils seraient en train de remettre en état leur flotte. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais ce n'est pas significatif. Je ne le dis pas non plus parce que vous allez voir la nouvelle publiée et que je veux déjà vous donner mon avis. Ce n'est pas significatif, la différence dans la génération des aéronefs, le nombre, les capacités et la logistique est abyssale entre le Venezuela et les États-Unis d'Amérique. Mais nous devons nous rendre compte que le plan de résistance de Nicolás Maduro parle d'une guerre de 30 jours, que le régime pourrait être prêt pour une guerre de 30 jours avec une intensité extrême de combat, de guérilla et d'embuscade. Et c'est ce que Donald Trump veut éviter. Il semble que ce soit l'idée. Avec les seuls pétroliers, peut-on écarter Maduro? Non, sûrement pas, car Maduro veut résister à tout prix. Mais il aura sans doute un sérieux problème. Parce que ses alliés vont l'abandonner et la Chine ne fait pas piller les armes qu'elle envoie. La Chine l'abandonne,
La Russie l'abandonne, l'Iran l'abandonne, et s'il se retrouve seul, il sera encore plus vulnérable. Yeah. Donc nous verrons ce qui va se passer. Familial, je m'arrête ici, merci beaucoup. S'il vous plaît, partagez le direct, partagez cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir été en direct avec nous. J'espère que les informations que nous vous avons données soient utiles et que vous compreniez mieux la situation. En cas de nouveauté ou d'assaut confirmé de confiscation du navire, nous ouvrirons, commenterons, verrons des vidéos et analyserons. Famille et salutations, on se retrouve dans le prochain programme Stratégie militaire.